Bonjour et merci. Concernant ce point sur la ressource, déjà, et ce que je veux dire en introduction, c'est qu'on est dans une logique de flux et pas de stock, hein. C'est-à-dire que le bois, il est issu de la forêt et donc c'est une ressource renouvelable. Donc ensuite, ce que ça représente en France, on est sur à peu près le tiers du territoire national qui est couvert par les forêts, donc à peu près 17 millions d'hectares, une surface qui est en croissance en fait depuis 1850, hein, c'est-à-dire justement l'apparition des usages des énergies fossiles. Et depuis, avec cette substitution à l'envers par les énergies fossiles d'une part, et puis la déprise agricole aussi, la forêt a gagné finalement sur l'ensemble des terres. Donc on est toujours dans cette dynamique-là. Alors, est-ce qu'il y aura assez de bois? Alors, comme je l'ai dit, on est dans une logique de flux, c'est-à-dire qu'en fait, on vient prélever une partie de l'accroissement biologique de nos forêts, hein. Donc, c'est un petit peu difficile à se représenter, mais le stock, si on veut, momentané en forêt, c'est de l'ordre de 3 milliards de mètres cubes. Très difficile de se représenter 3 milliards de mètres cubes. Et tous les ans, en fait, par la chlorophylle, la synthèse, donc on fabrique 100 millions de mètres cubes supplémentaires de bois qui viennent se rajouter aux 3 milliards. Sur ces 100 millions de mètres cubes, on en prélève à peu près 60% pour l'ensemble des usages, matériaux, énergie, industrie. Donc on est toujours dans une logique où en fait on ne consomme pas du tout la totalité de l'accroissement et même on vit finalement sur le monde vivant, hein, en prélevant une partie dans le cadre d'une gestion durable. Alors maintenant sur la question du changement climatique. Alors c'est clair que le changement climatique affecte nos forêts, hein, comme il affecte à peu près tous les points liés à l'environnement. On peut parler de la gestion de l'eau ou autre, enfin il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Et effectivement, on est dans cette dynamique où on doit adapter nos forêts parce que finalement le changement climatique se produit tellement rapidement que nos essences d'arbres n'ont pas la capacité d'évoluer suffisamment rapidement pour être adaptées sur les 50 à 100 ans à venir. Qu'est-ce que ça veut dire adapter nos forêts? Voilà. Alors en fait, on constate, pas être trop long, on pourrait faire une matinée là-dessus, hein, on constate qu'un certain nombre d'essences, c'est-à-dire des types d'arbres, sont en situation de dépérissement parce que ce qu'on appelle la station, c'est-à-dire la combinaison du sol et puis du climat, fait que ces arbres-là ne sont plus en capacité de se développer normalement. Et donc ça peut aller jusqu'à des dépérissements sous l'effet de la sécheresse, simplement, hein, comme on l'a vu ces étés. Sous l'effet, on voit aussi des incendies, comme on l'a vu cet été, mais c'est aussi des attaques sanitaires, parce que les arbres n'ont plus la capacité de se défendre. Alors, là-dessus, s'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, je dirais, observer finalement la situation et puis progressivement, finalement, remplacer finalement les arbres qui sont en place. Alors certains vont s'adapter tout seuls, il n'y a rien à faire, mais pour ceux qui ne peuvent pas, par d'autres essences qui vont être, je dirais, adaptées à la nouvelle situation. Donc là, pour ce faire, en fait, comme on est appelé à le faire à grande échelle, la logique, c'est une logique de diversification, puisqu'on a quand même une part d'incertitude, justement. On est face à quelque chose qu'on n'a jamais, en tout cas de mémoire d'homme, rencontré. Donc là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le secteur. Là, pour le coup, je reviens de l'emballage, puisque c'est probablement un des secteurs, en termes d'usage du bois, qui est en capacité d'utiliser la plus grande variété d'essences de bois. Très bien, et on reviendra tout à l'heure en détail sur effectivement cette diversité et ces usages du bois dans le secteur de l'emballage. Claudie Mathieu, pour le SNFBM, le gisement doit mieux être collecté. Ça, c'est un enjeu fort pour vous. Oui, alors je voulais préciser que là, apparemment, sur la présentation, en fait, on m'a mis protéines et responsable, je ne sais pas quoi, alimentation. C'est pas du tout ça. Moi, je suis bien déléguée générale du syndicat des emballages, boîtes et bouchages métalliques. C'était sûrement un copier-coller malencontreux d'une conférence d'hier. Oui, voilà. Nos excuses pour ça. Voilà, non, il n'y a pas de souci. Voilà, donc au niveau du syndicat national des fabricants de boîtes, emballages et bouchages métalliques, on représente énormément d'emballages qui veulent aller... Alors déjà, on travaille sur deux matériaux. Nos membres travaillent sur deux matériaux qui sont soit l'acier, soit l'aluminium. Au niveau des diversités d'emballage, on a les boîtes décoratives, les boîtes métalliques, les boîtes de conserve, les boîtes boissons, les fûts. On a également énormément de bouchage. Et d'ailleurs, il y a eu un Oscar sur une machine bouchage hier de l'un de nos adhérents. On est une profession très concentrée. On a 11 adhérents. Donc on est très concentré. Et en fait, quand on parle de relocalisation, nous, on est très localisés depuis de très nombreuses années.
On a environ une quarantaine de sites implantés sur le sol national et à proximité, que ce soit des fournisseurs de nos adhérents, notamment matériaux, acier ou aluminium, que ce soit de leurs clients. Il faut bien penser que bien souvent, on est à très peu de distance des clients pour les conditionnements. Donc dans la chaîne logistique. Également, on est très proche des filières de recyclage. Alors, quand on parle de collecte, nos adhérents ont déjà mis en place de nombreuses choses. Alors, depuis de très nombreuses années, il existe le logo métal recyclable à l'infini, qui est d'apposition volontaire, mais qui démontre que, en fait, que ce soit l'acier ou l'aluminium, il se recycle à l'infini sans perte de qualité. On contribue également au projet métal pour l'amélioration des centres de tri, du fonctionnement des centres de tri avec des équipements. On participe également à des études pour essayer d'identifier où sont les gisements et les gisements qui sont perdus notamment. Et puis, on a un programme qui s'appelle Chaque canette compte, qui existe depuis une dizaine d'années et qui est notamment sur les événements, qui permet de faire une collecte de tous les emballages et notamment des canettes, de manière à ce que quand l'événement est organisé, ça laisse une place complètement nette. Alors ça, c'est les initiatives. Alors ce qu'on constate, nous, c'est qu'on perd énormément de gisements par l'enfouissement. Et donc c'est vrai que nous, on appelle de nos voeux à ne plus avoir recours à l'enfouissement, parce que c'est une perte de gisement assez importante pour nous. Pourtant, on a l'extension de la consigne de tri, ça ne vous sert pas? Ça ne sert Si. pas votre gisement? Alors, complètement. Hein, l'extension de consigne de tri, c'est très très bien, mais il faut encore aller plus loin, et notamment sur le hors domicile. Et le hors domicile, et notamment avec les filières REP qui vont se mettre en place, et une bonne articulation et harmonisation entre toutes ces filières, de manière à ce qu'on puisse collecter les gisements que l'on ne collecte pas aujourd'hui, et également de traiter les déchets souillés. Je pense notamment aux déchets diffus spécifiques, ce qu'on appelle les DDS, où en fait on part d'acier, notamment d'acier, qui est complètement recyclable, mais si le déchet est trop souillé, il ne va pas entrer dans les filières de recyclage. Donc ça, on demande aussi à ce que l'éco-organisme, ou tout du moins, se soit traité de manière à ce qu'on puisse récupérer ces gisements pour être recyclés. Et donc, vous citiez la prochaine REP, responsabilité élargie du producteur sur les emballages hors domicile, c'est l'année prochaine, je crois. Non, pas tout Non, à fait, c'est pas mais ça. c'est Pardon. café, hôtel, restaurant également, Café, et hôtel, puis restaurant. emballages industriels Ah, et c'est ça. commerciaux qui vont venir un peu plus après, mais je crois que On y mes collègues viendra. vont l'aborder également. On y viendra juste après. Emmanuel Schlesing, pour Ellipso, donc syndicat des fabricants d'emballages plastiques, pour les metteurs en marché, la ressource, c'est le gisement collecté. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, les emballages plastiques, peut-être pour resituer le gisement déjà, on est sur environ 2,2 millions de tonnes, pour moitié des emballages ménagers, donc des flacons, des bouchons, des films, ce genre de choses, et pour moitié des emballages industriels et commerciaux, des caisses, des palettes en plastique, des bidons, des IBC, ce genre de choses. On a effectivement un grand enjeu sur la collecte. Pendant très longtemps, dans la poubelle jaune, la poubelle des ménages, on ne collectait que les bouteilles et les flacons. Donc ça a fortement limité, puisqu'on le disait, dans le gisement, il y a beaucoup d'autres choses dans les emballages plastiques. Et donc, heureusement, on a ce programme d'extension des consignes de tri qui se met en place, donc qui a mis un certain temps à monter en puissance, qui devrait se terminer, donc toucher l'ensemble de la France L'année prochaine. l'année prochaine. Et grâce à ce programme d'extension des consignes de tri, tous les emballages plastiques vont pouvoir être collectés. Donc sans ce programme d'extension des consignes de tri, on était évidemment limité au niveau de la collecte. Grâce à ça, potentiellement, tous les emballages vont être collectés. Peut-être pour quantifier un peu l'ampleur de ce qui reste à faire, aujourd'hui, il faut globalement qu'on multiplie par 2 la collecte pour tenir les engagements en termes de taux de recyclage dont on parlera par la suite. Donc on a un enjeu assez fort sur l'extension des consignes de tri et le geste de tri, puisqu'on le voyait sur les canettes par exemple. Les canettes sont dans les consignes de tri depuis très longtemps, mais il faut continuer à poursuivre ce geste de tri à domicile, dans la restauration hors foyer, etc. C'est très probablement le hors domicile qui gêne énormément. Les deux. Les deux. À domicile, le geste de tri est encore très imparfait, surtout dans les grandes villes.
dans les métropoles comme Paris, Marseille, on sait que la contrainte d'espace fait que le geste de tri est malheureusement faible. On est sur des lieux touristiques, donc avec aussi beaucoup de passages, des consignes de tri qui varient, etc. Donc on a un gros sujet sur l'harmonisation et la mobilisation du geste de tri sur tous les emballages de façon générale, et pour les plastiques en particulier, pour aller collecter tous ces nouveaux emballages. Alors Jacques Borda, pour la Fédération des industries du verre, justement, la collecte en matière de verre, c'est beaucoup mieux que dans beaucoup d'autres matériaux. Vous allez nous rappeler pourquoi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, la collecte du verre, c'est une vieille histoire puisqu'on a démarré en 1974, après le premier choc pétrolier. Et à l'époque, c'était vraiment pour faire des économies d'énergie. L'objectif était très simple. C'est une démarche pionnière puisqu'en 1974, on ne parlait pas d'économie circulaire, on parlait à peine de recyclage. Et on avait occupé le terrain en partenariat avec les collectivités territoriales pour mettre en place la première collecte sélective pour le verre. Après, on a été rejoint par tous les matériaux quand Éco-emballage et Adelph sont arrivés dans le paysage au début des années 90. Pour le verre, au niveau des matières premières, donc le verre historiquement il est fait à partir de sable principalement, la silice est la matière première principale. Aujourd'hui on est extrêmement souverain puisque le sable verrier il est principalement extrait des carrières présentes en France et les ressources sont extrêmement importantes, donc on n'a pas de souci de ce côté-là. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le verre recyclé, ce qu'on appelle le calcin, donc ce qui est issu des collectes sélectives, est aujourd'hui notre première matière première. Le verre recyclé représente 65% de nos matières premières. Donc c'est une matière première stratégique pour nous et c'est une matière première sur laquelle on est souverain puisque ce calcin vient de la collecte sélective qui est développée en France. Donc on n'est pas dépendant d'un pays lointain ou de conditions géopolitiques qui pourraient nous échapper. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Sur la collecte de verre, donc aujourd'hui, le taux de recyclage global sur tout le gisement est estimé, on est près des 80%. Vous pouvez retenir qu'aujourd'hui, en gros, 8 bouteilles en verre sur 10 sont collectées et recyclées. On est sur un taux de collecte qui continue à progresser. On est sur un niveau de performance relativement bon, mais ce taux de collecte continue à progresser grâce à l'engagement en particulier des collectivités territoriales que je souhaite ici saluer. Elles sont très très engagées pour toutes les collectes sélectives et celle du verre en particulier. Et donc on estime qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Ça a été dit... la REP Restauration doit se mettre en place au 1er janvier 2023. Donc ça concerne les cafés, hôtels, restaurants. Pour nous, où le verre est quand même très présent au niveau des vins, spiritueux, boissons rafraîchissantes. Donc cette REP, elle a été décalée de 2 ans à cause de la crise sanitaire. Mais d'ailleurs, curieusement, c'est dans ces cafés, hôtels, restaurants que la collecte est la plus compliquée. Oui, alors qu'il y a des mécanismes de consigne. Alors, il y a la consigne, il y a le réemploi, donc ça, je dirais que c'est parfaitement traité et c'est à part. Pour les emballages à usage unique, donc entre autres les emballages concernant les vins et les spiritueux, le taux de collecte est estimé à 50% dans les cafés, hôtels, restaurants. Donc là, on a une vraie marge de progrès à faire devant nous et donc on souhaite que cette REP qui va arriver là très très prochainement nous permette de dégager des moyens supplémentaires, des ressources supplémentaires pour aller chercher le gisement dans les cafés, hôtels, restaurants. L'autre élément qui a été évoqué déjà ici, c'est sur la collecte sélective auprès des ménages. On sait qu'on a plutôt une bonne performance, mais on sait qu'on a des zones où il est plus compliqué de collecter le verre. C'est principalement les grandes villes, c'est l'habitat vertical. Et donc là, l'ensemble de nos efforts va porter sur l'amélioration de la collecte de verre dans les centres-villes urbains denses, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, je dirais que toutes les grandes villes françaises, mais quand on regarde en Europe, c'est aussi un peu pareil. Les grandes villes offrent toujours des performances un tout petit peu moins élevées. Donc c'est là où il faut porter l'effort. Et ça veut dire porter l'effort, ça veut dire rendre le geste de tri plus simple, plus facile pour le citoyen, et puis aussi avoir une communication beaucoup plus extrêmement présente, extrêmement systématique, puisque le geste de tri demande à être entretenu d'une façon systématique par une communication portée soit par les éco-organismes, Cité ou Adelph, soit par les collectivités territoriales. Ça nous paraît tout à fait essentiel d'avoir cette communication concernant tous les emballages pour pouvoir vraiment promouvoir le geste de tri.
Et au sujet des éco-organismes, on peut aussi citer l'ECO, qui est le troisième éco-organisme effectivement présent aujourd'hui. Pour les emballages papier carton, Karine Desbouis, là encore, la collecte est plutôt bonne, voire très bonne. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je dirais que, comme pour le verre, pour nous, la collecte, c'est très important puisque 80% de notre matière première, c'est de la fibre recyclée. Donc, il est essentiel que nous puissions aller chercher cette fibre là où elle se trouve. En France, on a une consommation de 4,9 millions de tonnes d'emballage papier-carton, alors tout type de papier-carton confondu, hein, le papier d'emballage souple, le carton ondulé, le carton plat. Quand je parle de consommation d'emballage papier-carton, c'est que vous avez à la fois les emballages papier-carton qui sont fabriqués sur notre territoire, mais aussi tous les emballages papier-carton qui sont importés avec les produits que l'on importe dans notre pays et que nous déballons sur notre territoire, donc qui constituent le gisement de fibres recyclées de notre secteur. Un peu moins de 80% de ces emballages sont des emballages industriels et commerciaux. Donc effectivement, nous connaissons tous les 20% d'emballages papier-carton que nous rencontrons dans nos supermarchés, dans les produits que nous achetons tous les jours. La grande majorité des emballages papier-carton se trouvent dans le secteur des emballages industriels et commerciaux. C'est probablement ce qui fait le succès de la collecte dans notre secteur, puisque sur les 4,9 millions de tonnes collectées, consommées, on en collecte 4,7 millions de tonnes, soit 95%. Ça, c'est excellent. Est-ce que le gisement augmente, par exemple, avec le e-commerce ? Mais le e-commerce est effectivement une filière qui est en croissance, mais qui ne représente qu'une petite partie de nos emballages papier-carton. Dans le secteur du carton ondulé, c'est à peu près 10 à 12% de nos produits. Donc certes, ça augmente, mais ça ne fait pas une explosion en matière de quantité de carton. Très bien. Alors ça, c'était pour effectivement qualifier la nature du gisement, de la ressource. Et vous voyez qu'effectivement, les problématiques sont très différentes selon les matériaux. Je voudrais qu'on aborde maintenant la problématique du recyclage. Vous savez qu'en France, on choisit le recyclage pour améliorer la performance des filières. Alors, où en est l'état de l'art du recyclage de vos matériaux en 2022 ? Et on recommence avec le bois, avec vous, Jean-Michel Servan. De toute façon, le bois, c'est une ressource déjà qui est biodégradable et qui est biosourcée. Vous avez raison. Quand vous parlez de recyclage, le mot que j'entends, c'est le mot cycle. Et c'est vrai que notre matériau, en fait, il est original. Et j'ai envie de dire, c'est 3 x 3. Donc c'est d'abord 3 parce qu'il y a la question de... On a une originalité, comme on s'appuie sur un matériau issu du monde vivant, on est toujours dans cette logique particulière par rapport au carbone. Puisque non seulement on est, je dirais, peu énergivore, mais on est même décarbonant. C'est-à-dire que, évidemment, on n'est pas décarbonant dans l'absolu, mais le fait d'utiliser le bois plutôt qu'un matériau ou une énergie qui s'appuie sur les énergies fossiles, pour le coup, ça a un effet positif pour la planète, au travers de la limitation des gaz à effet de serre. Donc la première chose, c'est cette question du carbone avec le triple effet, donc c'est le premier 3, séquestration par la forêt, hein, on va capter du carbone qui va ensuite être dans le bois, stockage ensuite dans les produits bois, et c'est là où plus on allonge le cycle de vie des produits et plus on continue l'effet de stockage de ce carbone biogénique, et enfin substitution, comme on l'a dit. Ça, c'est le premier. Le deuxième 3, c'est sur les boucles, en fait. On a 3 boucles, en fait, qui vont intervenir simultanément, mais je pense que ça peut aussi s'appliquer dans une certaine mesure aux autres matériaux. La première, c'est le réemploi. Donc, le même produit peut être utilisé plusieurs fois avec la même fonction. Ensuite, il y a la question de la réparation, du reconditionnement. Donc, c'est une deuxième boucle, en fait, qui vient se greffer sur la première, toujours à fonctionnalité constante. Et puis ensuite, effectivement, il y a cette question du recyclage. Donc, la valorisation pour un autre usage, finalement. Et là, c'est le troisième point, c'est qu'en fait, on a 3 familles, c'est là où je voulais en venir. On a les emballages légers, hein, donc pour la partie notamment agroalimentaire, pas seulement, toute la caisserie industrielle, et puis également tout ce qui est logistique palette.
Et finalement, la logique de recyclage n'est pas exactement la même suivant les 3 familles. Elle est très forte sur les palettes, par exemple. Elle est très forte sur les palettes, quoique sur la palette, je dirais que c'est le réemploi qui est Le réemploi, pardon. qui est- Oui. qui est- Non, c'est qui est- sur la fibre Voilà. qu'on recycle. Mais, beaucoup. mais prenons un exemple, parce qu'on ne va pas être trop long non plus. Si je prends l'exemple de l'emballage léger, on va avoir une utilisation du bois en fin de vie, une fois broyé, déferraillé, etc., qui va pouvoir aussi être utilisé comme matériau. Et par exemple, qui va rentrer dans la composition des dés à palettes qu'on va venir utiliser dans nos palettes. Donc vous voyez, il y a toute une logique circulaire là, qui se retrouve et en synergie entre nos différentes familles. Donc il y a beaucoup à faire effectivement encore avec le bois. Sur le carton ondulé, Karine Desbouis, le recyclage, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Sur les emballages papier-carton, également fabriqués à partir à base de fibres cellulosiques, donc de sources renouvelables. Vous êtes sur un taux de recyclage extrêmement On est élevé. sur un taux de recyclage très élevé, puisque 9 emballages papier-carton sur 10 sont recyclés pour redevenir des emballages papier-carton. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Il n'y a pas d'évasion de la ressource vers d'autres secteurs. c'est une boucle quasi fermée. On intègre, Excellent. on a effectivement des petits liens avec d'autres boucles de papier-carton, d'autres secteurs, mais c'est une boucle quasi fermée. Pour autant, c'est pas pour ça qu'on n'a pas de challenge à remporter et, pour maintenir cette boucle et pour continuer d'améliorer cette boucle de recyclage. D'abord, il faut continuer toujours à concevoir des emballages recyclables, c'est-à-dire des emballages qui peuvent être compatibles avec les installations industrielles de recyclage. Et c'est très important de toujours garder en tête à tous les points de la boucle qu'il faut qu'à la fin, ça puisse rentrer dans un process de recyclage. Et puis, concevoir des emballages de façon à ne pas remettre en cause l'usage de la matière recyclée. Là aussi, c'est très important. Quand on fabrique un emballage, on utilise différents composants, des encres, des cols. Et il faut toujours garder en tête qu'au bout, on doit obtenir de la matière recyclée qui doit être utilisée. Et pour le secteur du papier-carton, c'est d'autant plus important que le principal usage, c'est la filière agroalimentaire. Donc on emballe des aliments. Contact alimentaire. Voilà. Donc vous devez désancrer, désencoller. Non, il n'y a pas de désancrage ou désencollage, mais c'est interrogation simplement qu'on peut être avoir. dans tous les composants qui sont utilisés, être particulièrement vigilant aux produits qui sont utilisés et qui ne doivent pas mettre en cause la santé humaine ou animale. Donc ça, c'est un enjeu important pour vous. Ce n'est pas le même pour le verre, Jacques Borda, où on parle vraiment de circularité et de recyclage depuis longtemps, avec une difficulté historique, c'est la difficulté à mélanger certains verres ensemble. Mais je crois que beaucoup de progrès ont été faits en matière de tri. Ouais, sur la collecte de verre en France, elle s'est développée, je te dis, il y a maintenant presque 50 ans, et on a mélangé toutes les couleurs de verre qui existent dans un seul et même point d'apport volontaire, le conteneur que vous connaissez. Et ce qui fait que quand on a ce calcin qui est donc coloré, bien évidemment, on ne peut pas faire avec ce calcin coloré du verre blanc transparent. Et donc on a développé maintenant, il y a pratiquement une vingtaine d'années, des systèmes de tri automatiques s'appuyant sur des technologies d'analyse d'images, de caméras, etc., qui permettent de trier dans les centres de traitement, les centres de préparation du verre recyclé, qui vont permettre de trier le verre par couleur et donc de sortir d'un côté du calcin coloré et de l'autre côté du calcin blanc qui, lui, va pouvoir être utilisé pour faire du verre blanc. Donc là, la France a été pionnière dans ce développement de technologie, en sachant que quand on regarde les autres pays d'Europe, si vous allez vous balader en Allemagne ou en Belgique, en Allemagne, vous avez non pas un conteneur, mais vous avez 3 conteneurs. Un conteneur pour le verre vert, un conteneur pour le verre blanc et un conteneur pour le verre jaune. Donc là, les Allemands ont résolu le problème en triant les couleurs à la source. Et en France, on a une approche différente. On résout le problème de la couleur de verre en développant des technologies qui vont permettre de séparer dans les centres de préparation, grâce à des technologies très évoluées, les couleurs de verre. Alors, ce système, il était pionnier il y a 20 ans. Et on voit aujourd'hui que les pays, en gros, du sud de l'Europe, qui sont un peu dans une situation identique à la France, l'Italie et l'Espagne, sont en train de nous rejoindre en termes d'approche et mettent en place ces systèmes qu'on appelle de démélange. Ce n'est pas très joli, c'est le tri par couleur qui nous permet d'avancer. L'autre point peut-être sur le recyclage, je l'évoquais tout à l'heure, on a démarré, nous, il y a 50 ans pour économiser l'énergie.
C'était l'objectif prioritaire. Le calcin, quand on recycle le verre, donc on est dans une logique de boucle fermée, comme l'évoquait Karen. Le calcin permet aussi, bien évidemment, en plus des économies d'énergie, d'économiser des matières premières. Une tonne de calcin, c'est 1,2 tonnes de matières premières vierges qui ne sont pas prélevées. Et le calcin nous permet aussi d'éviter l'émission de CO2. Une tonne de verre recyclé, c'est 500 kg de CO2 évité. Donc on a vraiment aujourd'hui une équation vraiment gagnante, à la fois sur l'économie d'énergie, sur l'économie des ressources et sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc on est vraiment sur un tableau gagnant. Et donc notre objectif, aujourd'hui, on collecte en gros 2 200 000 tonnes de verre par an. Je l'ai dit, en gros 80% du gisement. Et on souhaite vraiment aller sur un niveau de performance encore plus élevé. On a signé il y a maintenant 3 ans une charte vers 100% solutions avec 24 organisations professionnelles représentant à la fois nos clients, l'Association des maires de France, les distributeurs, le monde de la restauration, pour atteindre 90% de collecte à horizon 2025 et pour tendre vers les 100% à horizon 2030. Merci pour ces précisions. Puis je crois qu'il y a aussi un programme européen qui consiste à encore plus fermer la boucle du verre. Voilà, c'est ça. En un mot. Le programme européen s'appelle Close the Glass Loop. Donc c'est vraiment une plateforme qu'on a mis en place, une plateforme d'échange qui permet au niveau européen de partager, entre guillemets, les expériences et faire que les bonnes pratiques puissent circuler entre les pays d'Europe et entre les villes d'Europe. Et c'est une plateforme très intéressante, très riche, et qui nous a permis quand même de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine du recyclage du verre et de la collecte du verre, et qui doivent être partagées et échangées. Absolument, il est très important d'aller voir ce qui se passe en Allemagne et dans d'autres pays, mais on a compris qu'on a un très bon système en France, effectivement, en termes de collecte et de tri du verre. Pour le plastique, c'est toujours complexe, Emmanuel Schleusing, puisque les chiffres officiels du taux de recyclage des plastiques ne sont pas extraordinaires aujourd'hui. Alors, ils ne sont pour l'instant pas extraordinaires, dans la mesure où, comme on le disait tout à l'heure, déjà, il n'y a que les bouteilles et les flacons qui étaient collectés. Donc évidemment, on est aussi impacté par ce choix historique de n'avoir collecté qu'une partie des emballages plastiques qui nous a empêché de recycler tout le reste depuis longtemps. Peut-être un point aussi par rapport aux autres matériaux. On parle du plastique, mais derrière le plastique, il y a évidemment beaucoup de polymères différents. Et donc quand il va s'agir de filières de recyclage, il faut développer plusieurs filières de recyclage, parce qu'en fait, on n'a pas un plastique, mais plusieurs plastiques. Donc par rapport à ce développement des filières plastiques, on a évidemment aussi en amont un travail d'éco-conception à faire, qui est largement en progression parmi les fabricants d'emballages plastiques, puisqu'on constate qu'il y a vraiment un resserrement autour de l'utilisation de 5 résines en particulier, qui aujourd'hui composent 90% des emballages plastiques. Alors on va les citer, hein. Donc PET, donc PE, PET, PEBD, PE basse densité, le PEH densité, le haute densité, pardon, le PP et le polystyrène. Donc ça, c'est les 5 résines qui aujourd'hui composent la large majorité des emballages, qui de ce fait peuvent ensuite rejoindre des filières de recyclage. Donc comme on le disait sur la partie emballage ménager, on a cet enjeu de l'extension des consignes de tri. Donc maintenant qu'ils vont être collectés, ces emballages, on va pouvoir mettre vraiment des efforts pour développer ces filières. Je pense qu'il y a une conférence un peu plus tard sur laquelle on va développer tous les travaux qui sont faits sur ces filières de recyclage. Les 3 nouvelles filières, voilà. en effet. Donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais il y a vraiment un enjeu fort à développer ces filières de recyclage, avec évidemment les fabricants d'emballages pour concevoir des emballages qui soient compatibles avec ces filières de recyclage, qui permettent de fabriquer des matières recyclées de qualité qui peuvent ensuite être réincorporées dans l'emballage ou dans d'autres filières. Et ensuite, on a évidemment une grosse dynamique autour des technologies de recyclage. Jusqu'à présent, on avait beaucoup de recyclage mécanique sur les emballages plastiques. Vous avez certainement entendu parler. Il y a beaucoup de projets autour du recyclage chimique. Donc derrière recyclage chimique, de la même façon, il y a beaucoup de technologies différentes, beaucoup de process, de niveaux de dépolymérisation qui peuvent être différents. Énormément de projets, d'investissements qui sont faits. Donc là-dessus, notamment avec l'extension des consignes de tri, on va avoir des projets qui vont émerger et des projets qui vont devenir à échelle industrielle. Donc ça, c'est pour la partie emballage ménager. Et je tiens aussi à souligner que, comme je l'ai dit en introduction, on a la moitié de nos emballages plastiques qui sont aussi des emballages industriels et commerciaux. Alors, excusez-moi, juste pour rappeler, hein, le taux de recyclage aujourd'hui, c'est 29%, je crois, de taux de recyclage donc des contenants plastiques, des packaging plastiques, des emballages plastiques. Et l'objectif demandé par la loi AGEC, c'est 50%
en 2025. Donc on voit bien que l'enjeu, là, il est Il est immédiat. majeur. Il est majeur. C'est pour ça qu'on disait, au niveau de la collecte, déjà, il faut vraiment doubler cette collecte. Donc engager vraiment, avec l'extension des consignes de tri, le geste de tri du citoyen sur la partie emballage ménager, mais aussi sur les emballages industriels et commerciaux, pour lesquels il y a déjà des choses qui sont faites, sur de la palette, sur de la caisse, etc., mais qu'il faut continuer à encourager. Et c'est notamment au travers du projet Twice, où on a des initiatives ou des projets pour justement construire des boucles fermées de collecte de certains emballages, de recyclage et de réincorporation des matières recyclées. Donc c'est vraiment aussi un enjeu, donc le développement des filières de recyclage et évidemment l'incorporation des matières recyclées dans des emballages qui sont pour la plupart utilisés au contact alimentaire, donc avec des enjeux liés à l'utilisation de ces matières comme sur les autres matériaux, notamment comme c'était cité tout à l'heure. Et donc, je vous invite à être présent à la conférence de 12h15 sur les nouvelles filières de recyclage du plastique. Voilà. Où vous serez également présente, Emmanuelle Schleusing. Claudie Mathieu, pour l'aluminium et l'acier, là encore, le recyclage est plutôt excellent aujourd'hui. Alors, on a toujours des améliorations à faire. Alors, c'est vrai que nous, nos matériaux, on a la chance d'utiliser des matériaux qui sont recyclables à l'infini et sans perte de qualité, qui ont, alors, au niveau des matériaux, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on a des matériaux et nos emballages sont monomatériaux. Ça, c'est une première chose. Et on voit l'importance de regarder au niveau de la conception de l'emballage, dès sa conception, comment l'emballage est fait. Au niveau de conception, c'est vrai que sur ces 30 dernières années, il y a plus de 30% de gains en poids qui a été fait. Et il ne faut quand même pas perdre de vue, et ça, je pense que pour tous les matériaux et tous les emballages, c'est le cas, c'est qu'à un moment donné, il y a une fonctionnalité de l'emballage et on regarde en termes d'éco-conception pour aussi garder cette fonctionnalité. Donc, à un moment donné, quand on parlait de réduction de poids, à un moment donné, il faut aussi le mettre en perspective vis-à-vis de la fonctionnalité. On voit bien qu'une canette, il y a eu beaucoup de substitution du métal par l'aluminium, de l'acier par l'aluminium, mais l'aluminium a lui aussi ses limites. On ne peut pas faire une canette qui pèse 5 grammes et qui protège le contenu. Oui, l'épaisseur étant fine comme un cheveu, donc à un moment donné, on arrive aux limites de la technicité pour garder les fonctionnalités. Après, il y a un point qui est important, c'est de dire au niveau du recyclage, les filières, elles existent depuis très longtemps, elles sont pérennes pour l'acier ou pour l'aluminium. Et comme je le disais tout à l'heure, on est à proximité justement des centres de recyclage. Et nous, en fait, en tant qu'emballage, tout ce qui est collecté et trié est recyclé. C'est là aussi que tout à l'heure, je citais éviter l'enfouissement, améliorer la collecte sélective, les collectes hors domicile, de manière à ce qu'on augmente nos taux de recyclage. Voilà un petit peu ce que je connais. Alors, il y a un point aussi, c'est que nous, dans le cas de la récupération de gisements, il faut voir qu'au niveau de l'incinération, quand on a des incinérations d'ordures ménagères ou autres, il faut voir que nous, on récupère également des gisements de mâche-fer, ferreux ou non ferreux, mais qui sont comptabilisés dans le taux de recyclage. Ce ne sont pas des pertes de gisements. Ah, on récupère du gisement via cette voie également. Ça s'appelle le mâche-fer. Voilà, les mâche-fer ferreux ou non ferreux selon les... On a appris un mot, enfin on ne l'a pas appris, on le connaissait mais on l'avait oublié. On va passer maintenant au réemploi. Et ça, c'est un des sujets fondamentaux évidemment des prochaines années. Jean-Michel Servant, donc pour le bois, tout à l'heure, je citais le secteur de la palette, effectivement. Là, on est dans le réemploi depuis fort longtemps. Vous avez raison. Alors, j'en profite pour citer deux documents, mais il y en a d'autres qui peuvent être récupérés sur notre stand ou sur le site, et notamment celui-là qu'on a très récemment publié, qui est le question-réponse sur l'emballage bois. Donc, je n'ai pas pu rentrer dans tous les chiffres. Il y a énormément de données là-dedans, notamment, je n'ai pas parlé des 2 milliards à peu près d'équivalents tonnes recyclées tout à l'heure. Voilà, tous ces chiffres-là sont là-dedans. Et puis, il y a également des guides, comme par exemple le guide sur le recyclage de la valorisation des cagettes bois. Voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments pour ceux qui s'intéressent aux chiffres précisément qui sont disponibles en ligne. Alors sur le réemploi, oui, vous avez raison, on est dans le réemploi depuis longtemps, je dirais qu'il y a une trentaine d'années, et c'est même, ça va au-delà du réemploi, puisqu'on est avant l'heure dans l'économie de fonctionnalité, puisqu'on est passé dans une logique, pour partie en tout cas, où finalement on n'est plus dans une logique seulement de produit, mais une logique plutôt de service vis-à-vis d'un besoin de nos clients. Alors après, comment ça se passe ce réemploi? Donc ça se passe, comme je l'ai dit, parce qu'il y a des entreprises en fait, qui gèrent en fait, le flux complet.
Alors avec des sous-traitants qui peuvent réaliser toute la partie réparation, reconditionnement, ça peut se faire sur site chez les clients. Parfois les clients eux-mêmes l'internalisent. L'internalise. Ouais. Voilà, donc on avait cité le cas d'Andros par exemple. C'est ça qui est intéressant parce que le secteur de la palette nous donne des idées finalement de process pour le réemploi dans d'autres matériaux. Bah, Tout ne se copie pas, hein, mais nous voilà avec un joli Larsen, le premier du salon. C'est intéressant parce que quand on parle de réemploi, effectivement, on parle de mise en place de boucles locales essentiellement. Et ça, dans le secteur de la palette, vous savez très bien le faire et depuis longtemps. Et de réparation, alors ça ne se fera pas dans tous les objets réemployables et réemployés. Mais au moins, il y a un bon exemple. Oui, et puis comme je essayais de le dire, en fait, on bascule en termes de vision et je pense que ça va dans le sens aussi de la transition écologique avec les logiques d'économie, comment dirais-je, positive, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une logique contributive plutôt qu'une logique de consommation. Et donc ça, c'est un mouvement qui finalement s'amorce à travers cette logique de service à la place d'une logique pure de produit. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est déjà effectivement engagé. Juste en termes de ce que ça représente en termes d'ordre de grandeur, donc chaque année, pour le réemploi, pour la partie palette, on collecte à peu près 98 millions de palettes. Pour fixer les idées, c'est le double de la production de palettes neuves. Hein, voilà, donc, okay. Très bien. Emmanuel Schlesing, pour le réemploi, on a de grands projets avec les matériaux plastiques. Oui, tout à fait. Alors maintenant, je vous demande un petit peu d'être synthétique. Il nous reste 7 minutes ensemble. Alors, sur les emballages plastiques, déjà peut-être souligner que le réemploi existe déjà sur un certain nombre d'applications, sur des caisses, sur des palettes, sur des applications où on n'a pas le contact alimentaire. Il y a de nouveaux enjeux sur notamment tous les emballages que vous utilisez tous, notamment dans la restauration ou sur de la bouteille, où là, on va avoir des enjeux parce que ça contient des aliments et que forcément, ces emballages-là, ils ont des contraintes supplémentaires et que pour développer le réemploi, il faut évidemment développer des solutions réemployables. Donc ça, c'est des solutions qu'on développe déjà et qui sont en cours de R&D pour des nouvelles solutions. Mais peut-être souligner que sur le réemploi, on a des enjeux liés à la mise à disposition des solutions d'emballage, mais aussi à la réinvention, on va dire, du modèle de distribution de ces emballages. C'est-à-dire que pour avoir des emballages réemployables, il faut, par rapport à l'usage unique qu'on a sur l'ensemble de nos matériaux d'emballage, il faut des filières de récupération. Il faut des filières de récupération, de lavage, il faut décontaminer la matière, être sûr que pour le consommateur, pour les aliments, il y a une sécurité pour tous les matériaux. Et c'est surtout sur ces enjeux-là qu'il faut arriver à progresser et à trouver des modèles économiques avec l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc sur le sujet du réemploi, je pense que c'est vraiment un sujet à travailler avec l'ensemble des parties prenantes, les fabricants d'emballage, mais évidemment les utilisateurs, les opérateurs de lavage, de collecte, etc. Et regardez bien sur l'appli All4Pack, que vous avez bien évidemment tous téléchargé, ça va sans dire, il y aura une conférence dédiée au réemploi, très intéressante à suivre également. Karine Desbouis, pourra-t-on un jour réemployer le carton ondulé ? Alors, si on parle effectivement de réemployer l'objet emballage, ça existe déjà dans le carton ondulé, pour la palette carton, pour des emballages navettes, par exemple dans le secteur automobile, quand il échange avec ses équipementiers. Donc ça a été développé là où cela fait sens. Mais c'est clairement pas dans l'ADN de notre matériau. Nous, ce qu'on fait, c'est réemployer la matière et pas réemployer l'objet. Et ce pourquoi on se bat aujourd'hui, c'est pour démontrer que ces deux solutions sont complémentaires, qu'il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre, qu'il y a des tas d'études qui vont dans un sens ou dans l'autre et que même l'ADEME n'a pas pu trancher sur le sujet, et qu'en fait tout dépend du produit, de la logistique, de la chaîne de distribution. Et donc il faut absolument en fait, étudier, que chaque partie étudie la meilleure solution pour chaque application. Il n'y a pas de règle générale sur l'importance du réemploi de l'emballage ou de la matière. Est-ce que vous voulez être des acteurs majeurs du réemploi ? On est des acteurs majeurs du réemploi puisque nous réemployons 95% de notre matière. Oui, c'est ça. Vous recyclez ? En recyclant. Bien, on passe au verre avec vous, Jacques Borda. Pour le verre, évidemment, ça fait longtemps que vous réemployez aussi. Est-ce qu'il y a encore mieux à faire ? Oui, pour le verre, on a la chance d'avoir un matériau qui est parfaitement dual, qui est appliqué à la fois à l'usage unique
et au réemploi. On sait faire les deux, on sait faire les deux depuis très très longtemps. Donc les emballages réemployables sont très présents, sont par exemple très présents quand vous allez en café, hôtel, restaurant, quand on vous met sur la table la bouteille d'eau ou la bouteille de Coca-Cola, c'est une bouteille réemployée. Donc le verre est encore largement et massivement utilisé en réemploi dans le domaine des CHR. Oui, mais alors pour le domicile, il y a des initiatives quand même. Je pense à la start-up Le Fourgon qui nous propose, ou en Grande-Bretagne, où on a des exemples effectivement de récupération, de boucles qui se mettent en place. Ouais, je vais parler du fourgon. Juste peut-être un mot sur le réemploi. C'est très présent dans le débat actuel. Et je crois que l'erreur serait d'aborder le réemploi avec une vision un peu nostalgique ou idéologique du réemploi tel qu'il se pratiquait il y a 30 ou 40 ans. Pour ceux qui connaissaient, il y a 30 ou 40 ans, c'était la bouteille 6 étoiles. C'est une bouteille destinée au vin. On buvait à l'époque en France 100 litres par an par habitant. Aujourd'hui, on est à 40 litres. On buvait du gros rouge qui tache. Aujourd'hui, on boit des vins d'appellation. Donc la consommation est là considérablement évoluée. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on ait une approche innovante. Il faut choisir boire ou réemployer. Il faut choisir. Il faut avoir une approche innovante du réemploi. Et Le Fourgon, qui est une start-up qui a démarré il y a 18 mois, elle propose des bouteilles réemployées avec un service de livraison à domicile. Donc ça rejoint ce que vous disiez. Donc c'est un réemploi intelligent puisqu'on va proposer au consommateur de lui livrer à domicile des boissons, de l'eau, de la bière, du vin, des softs, etc., dans des bouteilles réemployées. Et le système de reprise se fait à chaque relivraison. Donc là, on règle complètement le sujet. Donc le Fourgon a démarré à Lille. Ils viennent d'ouvrir Nantes, Rennes, Lyon, Strasbourg. Donc on voit que c'est quelque chose qui bouge. L'autre exemple que je voudrais signaler rapidement, c'est dans le domaine de la restauration livrée ou à emporter, où là, on a une initiative d'un verrier qui s'appelle Arc, qui propose des formes de bols, pour simplifier, et des bols en verre, et qui peuvent permettre d'être lavés, réutilisés. Et quand on parle de restauration à livrer ou à emporter, on est dans les logiques de proximité, et donc toute la chaîne de reprise des emballages et de lavage peut se mettre en place extrêmement rapidement. Donc moi, le message sur le réemploi, c'est vraiment, il faut regarder, comme disait Karen, là où c'est pertinent de le faire, là où ça fait du sens, et il faut le regarder avec un œil extrêmement innovant et ne pas vouloir recréer ce qui existait il y a 40 ans parce que ça serait, je pense, fondamentalement une erreur. Surtout sous l'angle d'une analyse de cycle de vie bien faite, effectivement. Absolument. Claudie Mathieu, pour les métaux, métal et aluminium, on ne confond pas deux choses, réemploi et réutilisation. Ça sera un petit peu le mot de la fin. Donc, pour vous, Claudie Mathieu. Alors, concernant le réemploi, en fait, le terme reuse en France a deux significations, a été traduit en réemploi et réutilisation. Et en fait, je dirais que comme mes collègues, le réemploi n'est pas la solution à tout et il faut regarder comment les modèles économiques peuvent changer, comment on peut le choisir par rapport à une autre solution et surtout en faire vraiment son évaluation complète pour bien prouver qu'il a tout son intérêt. Concernant la réutilisation, et là je rejoins Karen, ce sont les matériaux, acier ou aluminium, qui sont réutilisés et dans de nombreuses applications, pas seulement l'emballage. Et donc ça revient dans la boucle matière pour être réutilisé de manière très diversifiée en fait. Très bien. Juste un mot. Je souhaitais quand même terminer avec le bois, parce que voilà, Jean-Michel Servan, sur les perspectives d'avenir, il y a une question qui est en filigrane depuis le début de vos propos, c'est la substitution. Parce qu'on se pose tous la question de savoir si on veut employer davantage de bois dans la caisserie, dans les petits emballages légers, en substitution d'autres matériaux, puisque le bois a tant de vertus. Oui, alors on peut. Mais vous n'allez pas tout remplacer. Non, et puis je crois que c'est pas une finalité en soi. Je veux dire, ça a été très bien dit par les collègues. Je pense que c'est une question qu'il faut regarder, je dirais, à la mesure des transitions qu'on a à accomplir collectivement. Donc il faut jouer sur la bonne compréhension des usages, mettre en face les bonnes solutions en face des usages, effectivement travailler la complémentarité des matériaux. Je veux dire, on ne va pas faire la même chose avec du bois comme on le fait avec du verre, par exemple. Je veux dire, c'est évident si je prends cet exemple-là. Bon, après, c'est vrai que d'un point de vue, comment dirais-je, impact environnemental, on n'est pas sur les mêmes bases, mais il ne faut pas forcément opposer les choses. Le bois est dans une logique, comme je le dis, où on est sur un matériau
vivant, biosourcé. Voilà, donc il a une logique différente et c'est vrai qu'il est plutôt décarbonant dans ses usages, mais en même temps, voilà, Il y a aussi une question de choix marketing pour le metteur en marché qui peut utiliser le bois. En oui, il y a substitution plein de raisons. d'autres. Bon, Il y a plein de raisons. ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a encore du potentiel et que pour le coup, dans cette transition écologique, on peut utiliser le bois là où c'est pertinent. Et on a compris que la ressource existe. Bien, c'est la fin de cette conférence. Merci mesdames, merci messieurs.